Pendant longtemps, des gens ont cru en France que les mutins étaient des bolcheviks, que les mutins étaient des révolutionnaires qui avaient préparé leur coup et qui n'attendaient qu'une occasion pour faire un complot révolutionnaire comme en Russie. Bon, c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe en revanche, c'est que les soldats français de l'époque, ils sont comme vous et moi, ils vivent dans une société où on s'informe. Ils lisent la presse. Ils reçoivent des lettres. À l'époque, évidemment, il n'y a pas les moyens modernes de communication comme Internet, mais malgré tout, ils s'informent par la presse, par les journaux, par des lettres, par des discussions, etc. Et donc, ils ont tous appris qu'en mars, le tsar Nicolas II avait été chassé du pouvoir, que les Russes avaient fait une révolution, que l'armée russe désobéissait. Autrement dit, certains ont dû se dire, ce qui a été possible en Russie, c'est-à-dire que collectivement, des gens s'opposent au pouvoir, défient le pouvoir, obtiennent des choses, obtiennent une amélioration, en tout cas c'est ce qu'on pense à cette époque, eh bien pourquoi on ne pourrait pas le faire? Donc finalement, on a appris qu'il y a la révolution, et certains se disent qu'ils peuvent peut-être s'en inspirer. Ce qu'on sait en gros, c'est que pour qu'il y ait une mutinerie, il faut qu'il y ait des soldats qui décident de faire quelque chose ensemble. Et comment ils décident en général? Ça se passe le soir, ça se passe loin du front, on n'est pas dans la tranchée. Il ne faut pas imaginer que la mutinerie, ça se passe dans les tranchées, on est plutôt à 5-10 km en arrière, dans les villages où les soldats sont en mouvement ou en repos, par exemple, ils sont en train de passer d'un secteur du front à un autre, et on doit les ramener vers les premières lignes. Et donc, c'est le soir, ils prennent la soupe, ce qu'on appelle la soupe, c'est-à-dire le repas du soir, et puis ils apprennent des nouvelles, notamment il y en a qui disent, bon, les gars, il paraît que demain, on doit aller à Craonne. Voilà. Il paraît qu'on doit aller à Craonne, il paraît que ça tape dur là-bas. Et alors là, commence un moment de discussion entre les soldats qui disent, est-ce qu'on veut vraiment y aller? Et habituellement, on ne se pose pas la question, parce qu'habituellement, c'est la guerre, on y va. Sauf que là, on a appris que le régiment d'à côté n'avait pas voulu y aller, on a appris que les Russes ont refusé d'obéir, etc. Autrement dit, certains commencent à se dire, bon, peut-être qu'il est possible d'échapper à cette remontée en ligne vers un secteur très dangereux dont on entend parler, Craonne, là où ça tape dur, etc. Donc, il y en a qui commencent à dire, bon, les gars, quand on aura l'ordre tout à l'heure, à 2h du matin ou à 5h du matin, on n'y va pas, c'est promis, on ira se cacher, ou on protestera, etc. Et donc, ils commencent à organiser les choses. Et généralement, ça se passe le soir ou la nuit, parce que c'est là où c'est finalement plus facile de désobéir, parce que si vous faites prendre dans une mutinerie, ça peut être la condamnation à mort. C'est pas garanti, mais c'est quand même le risque. Alors elles ont eu lieu dans plusieurs départements, principalement dans le département de l'Aisne, c'est-à-dire à peu près celui où il y a eu l'offensive du chemin des Dames. Et après, ça s'est quand même étendu beaucoup plus largement dans d'autres régions, dans d'autres départements, y compris un peu à l'arrière, dans la mesure où il y a par exemple des soldats qui prenaient des trains pour Paris, ou pour Bordeaux, ou pour Lyon, et tout le long de leur voyage en train, ils criaient aussi à bas la guerre. Et donc c'était aussi une forme de mutinerie un peu différente, mais qui circulait comme ça sur le territoire. C'est plutôt des jeunes gens de 20 ans, 21 ans, qui ont moins à perdre d'une certaine manière, qui participent aux mutineries. Et il y a aussi beaucoup de soldats pour qui, finalement, cette révolte, c'est l'occasion de demander peut-être un meilleur quotidien. J'ai parlé de la vie quotidienne tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des soldats aussi pour qui on se dit, si on se révolte, on va peut-être obtenir du repos. On va être envoyé un mois à l'arrière, pouvoir se refaire un peu. On va obtenir des permissions. Il y a sûrement des gens qui sont dans les mutineries qui n'ont jamais approché une manifestation de près ou de loin. Ils sont bûcherons ou agriculteurs, ils n'ont jamais été dans une protestation sociale. Et puis il y en a d'autres qui vivent en ville, qui ont sans doute déjà défilé dans un cortège, manifesté, chanté des slogans, chanté l'Internationale. À l'époque, c'est la grande chanson révolutionnaire. Donc du coup, ils n'ont pas tous le même savoir-faire de protestation. Et donc, suivant les circonstances, ça tourne plus du côté de la grève, c'est-à-dire on veut pas continuer, on veut pas se battre. Voilà nos revendications. Il y en a qui écrivent des pétitions à leurs officiers, hyper respectueux. Voilà ce que nous demandons. Numéro 1, nous voulons du repos. Numéro 2, nous voulons des permissions, etc. Et il y en a au contraire, où c'est pas du tout aussi formalisé, où c'est simplement, il y en a marre, on se révolte, et éventuellement, on va montrer aux officiers que ça va pas se passer comme ça, parce que là aussi, c'est une circonstance particulière. Il y a des régiments où ça se passe très bien. C'est-à-dire les soldats, leurs capitaines, leurs colonels s'entendent bien, ils comprennent qu'ils sont dans le même pétrin, ils sont dans une guerre où ils doivent finalement s'en sortir ensemble, et donc ils ont plutôt des rapports de confiance les uns avec les autres. Et puis il y a des régiments où ça se passe très mal, parce que par exemple il y a un capitaine qui dit que même quand les soldats sont épuisés, il y a quand même des corvées à faire, vous allez prendre un sac à dos et vous allez faire 20 km de marche. Et ça les soldats le vivent très mal souvent, et donc du coup quand les mutineries éclatent, parfois, c'est l'occasion de régler des comptes et de dire les officiers qui nous en ont fait baver dans les semaines précédentes, là maintenant on va leur montrer comment ça va se passer. Et du coup, il y a des violences par moment. Il faut savoir qu'ici à Roussy, on se trouve pas loin de la ligne de front. Roussy est resté français pendant pratiquement toute la guerre. Ce qui fait qu'ici, à Roussy, il y avait les états-majors de division. C'est pourquoi il y avait les conseils de guerre qui se réunissaient. Henri Désiré Valembras, ça ne s'est pas passé ici, ça s'est passé à 20 km au sud de Roussy. Là en plus, le régiment venait d'être décoré de la Croix de guerre 3 jours avant pour sa bravoure. Et là aussi, on l'a arrosé un peu trop la
La croix de guerre peut-être, toujours est-il que quand on a demandé au régiment de repartir, il y a eu des mouvements de refus, de rébellion. Et lui, le tort qu'il a eu, c'est qu'il a frappé un capitaine. Il a donné un coup de pied et un coup de poing. Et de ce fait, on l'a traduit aussi devant le conseil de guerre et condamné à mort. Donc vous avez tous les types de situations possibles. Protestation pacifique, protestation bruyante, colorée, on chante, on crie, on tire des coups de feu en l'air, parce qu'on a des armes, hein. On tire des coups de feu en l'air, etc. On montre qu'on est en désobéissance. La particularité de l'année 17, du début du mois de mai 1917, c'est qu'on va avoir pour la première fois, depuis le début de la guerre, on va avoir des grèves. Et la grève des midinettes, c'est les ouvrières des ateliers de couture. Et cette grève va gagner, ça va même atteindre les usines d'armement. Donc un mouvement de grève qui va durer 2 mois, très important. C'est une grève contre la vie chère, en fait. Et manifestement, ça va donner des idées aux soldats aussi. Ce sont des soldats qui sont en même temps des mutins, mais qui n'ont pas complètement oublié qu'ils sont des citoyens, qu'ils ont des droits comme citoyens, qu'ils sont représentés et qu'ils trouvent qu'on ne les écoute pas ou qu'on ne les entend pas. Et donc ils sont décidés à aller à Paris pour expliquer aux députés que la guerre, ils n'en veulent plus. Et puis ils ne peuvent pas le faire évidemment parce que quand on apprend que ça risque d'avoir lieu, on trouve ça très dangereux. Donc à Mézy, c'est une affaire qui concerne en fait une mutinerie qui s'est produite à Villers-sur-Fer, donc plus au sud. Enfin, les meneurs vont être enfermés à la prévôté qui est installée dans une petite ferme. Et là, on va avoir 5 condamnés à mort. La veille de l'exécution, il y en a un qui est gracié. Et la veille de l'exécution aussi, il y en a un qui va s'évader. C'était le caporal Moulia, dont l'histoire maintenant est assez connue. Il va s'évader, il va venir se réfugier ici à Pargnan. Il connaît une dame qui s'appelle Madame Charpentier et il va venir se réfugier chez cette dame-là. Et protestation violente. Ça arrive aussi que les officiers, on s'en prenne à eux physiquement parce qu'il y a une forme de revanche qui se joue à ce moment-là. La mutinerie du 75e Héry, on est dans un grand classique des mutineries de 1917, c'est-à-dire qu'il y a un régiment qui a combattu sur le chemin des Dames. Le régiment est mis au repos dans les carrières, donc les carrières du Soissonnais, il y en a énormément, c'est très pratique. L'annonce est faite que le régiment doit remonter en ligne, et puis là, les soldats, en tout cas ceux qui sont dans cette carrière-là, refusent. Ils considèrent qu'ils n'ont pas eu assez de repos, donc on ne peut pas monter en ligne. Il faut reconnaître que souvent on a bu un coup, ce qui n'arrange pas quand même les choses. Et le colonel Pierlot va venir dans la carrière pour essayer de les décider. Ça a pris toute la nuit avant qu'au petit matin, les soldats acceptent de sortir de la carrière et de monter en ligne. Alors parmi ceux qui empêchaient leurs copains de sortir, il y avait le caporal Truton. Truton va être arrêté avec d'autres et ça va être le seul condamné à mort. L'officier va prendre un des soldats et lui dire « Je te donne l'ordre de monter en ligne ». Truton va refuser. Donc ça devient un cas individuel, c'est ce qui va le perdre. Alors Truton n'a pas du tout la notion d'avoir commis quelque chose d'important, puisque dans l'attente de son jugement, il va écrire une lettre à sa femme, et puis en disant, bon ben voilà, il y a eu un problème, on a refusé de monter en ligne, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, de toute manière, je dois aller bientôt en permission, j'aurai ma permission. Et environ 25 d'entre eux vont être exécutés. Ça peut être des condamnations à de la prison, à des travaux forcés, des peines de bagne, un mélange comme ça de punition et d'amélioration de leur quotidien afin d'essayer de reprendre en main la situation. Longtemps, les mutineries, on a eu tendance à voir ça sous un angle exclusivement militaire. Ce sont des soldats, il y a eu un échec militaire, les soldats protestent. Mais en fait, si on dit ça, on oublie que ces soldats, c'est en même temps des maris de femmes qui, par exemple, font grève. Ce sont en même temps des citoyens qui ont voté avant la guerre, qui veulent qu'on entende leurs droits. Ce sont des civils, eux aussi, ils voient que les prix augmentent, etc. Autrement dit, on ne peut pas résumer leur mouvement à un mouvement militaire. Il me semble que c'est un mouvement social, dans le sens où c'est un mouvement d'un groupe social qui se mobilise et qui se mobilise en réaction à une situation tout à fait complexe qui n'est pas uniquement la durée de la guerre, la dureté de telle ou telle offensive, mais un contexte beaucoup plus large dans lequel ils agissent.